Il y a quelques semaines, Tarantino a dévoilé son top 20 des films du siècle dans une interview. Et franchement, la plupart je les aurais pas mis dans un top. Donc pourquoi ne pas en parler ensemble ? Pourquoi ne pas créer un nouveau format de vidéo au passage ? Je les ai quasiment tous vus et ça reste quand même des films à voir je pense. Je vais surtout me concentrer sur les 10 derniers, qui sont du coup son top 10 si tu suis. Et je te donnerai aussi mon top 10 des films à voir en fin de vidéo. Mais d'abord, j'aimerais te présenter un truc, je pense que tu vas aimer. Tada ! Et oui, c'est une grosse ampoule. Alors, elle a pas l'air comme ça, mais c'est une ampoule Philips qui a été produite entre 1928 et 1935 et qui était destinée à des projecteurs de cinéma américains. Et donc, en gros, mon grand-père, il y avait un de ses amis qui travaillait dans un cinéma parisien et qui lui a offert cette grosse ampoule et elle est vraiment en état nickel. Les films allemands, ils sont encore tous présents. Tout est nickel, je pense qu'elle pourra encore fonctionner. Je vais voir pour la mettre sous cloche et pour mettre un présentoir pour pouvoir la mettre un peu, tu vois, en expo. Mais c'est une pièce historique parce qu'elle a bientôt un siècle quand même. Donc, moi, je trouve ça quand même plutôt cool parce qu'il y a quand même toute une histoire derrière. Mais bon, voilà, on va passer au top 20 des films de Tarantino. Alors, il y a un truc que j'ai pas précisé quand même, c'est qu'en fait, Tarantino, il a dévoilé un peu ses 20 films dans une interview, mais à mon avis, il a dû surtout en fait choisir des films américains qui étaient récents, et à chaque fois un film d'un genre précis. Parce que tu vas voir, le classement, il est un peu bizarre. Allez, c'est parti pour le classement avec le premier film en 20ème position, et je te rappelle que pour les 10 premiers, je vais rapidement passer dessus. Et donc en 20ème position, nous avons West Side Story de Steven Spielberg, sa version. Alors moi, j'ai pas vu sa version, mais j'ai vu la version originale, parce que la version de Spielberg, je voyais pas trop l'intérêt de l'avoir fait déjà de base, parce que la version originale, je trouve qu'elle a pas vieilli, et puis elle est encore très bien regardable aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est un des rares films qui est resté à l'affiche du cinéma le Georges V à Paris pendant 4 ans et 8 mois. Imagine aujourd'hui un film qui reste à l'affiche pendant 4 ans, enfin quasiment 5, 4 ans et 8 mois. Enfin c'est impossible aujourd'hui, en tout cas en termes de restrictions budgétaires, c'est impossible. Mais c'est quand même une sacrée anecdote. Et le premier, en tout cas, la version originale, elle est vraiment extrêmement bien. En 19e position, nous avons Cabin Fever d'Elin Roth. Ensuite, en 18e position, Le Stratège de Bennett Miller. Donc, lui, c'est un film que je dirais qui est plutôt pas mal. Moi, j'aurais pas mis dans un top parce que bon, c'est pas non plus exceptionnel comme film. Mais il y a un truc que je trouve très très bizarre dans le générique de fin, c'est que tu vois, t'as tout le film qui présente un peu quelqu'un qui est contre les grosses corporations, en tout cas au niveau du sport, et que il essaye de faire avec les petits budgets qu'il a, et puis il fait des choses exceptionnelles. Donc c'est un peu mettre David contre Goliath, donc t'as un peu tout ça, et puis à la fin, t'as le générique. Et t'as sa fille qui dit juste en son « T'es un loser, papa », en référence au fait qu'il a refusé un contrat à plusieurs millions et qu'il a préféré rester en fait, là où il travaillait de base, tu vois, avec les petits moyens qu'il avait. Donc, je comprends pas du tout pourquoi il y a ça dans le générique, parce que du coup, ça contrebalance un peu toute la morale un peu du film. Enfin, j'ai vu plusieurs fois le film et à chaque fois, je vois le générique, j'entends ça et je suis en mode, mais c'est trop bizarre, comme si le but en fait c'était de devenir millionnaire et puis d'abandonner un peu les endroits où on a travaillé, où on a réussi à exercer, je sais pas. C'est un peu, c'est un peu bizarre. En 17e position, nous avons Chocolate de Prachya Pinkawa. Je vais peut-être éviter de dire les noms des réalisateurs parce que là, ça va pas le faire. Numéro 16, The Devil Rejects de Rob Zombie. Bon, là, c'est simple. Après, je t'avais dit que les 10 premiers de la liste, j'allais vite. La Passion du Christ en 15e position de Mel Gibson. Ça, c'est un film que j'aimerais beaucoup voir, mais que je n'ai toujours pas vu. Parce qu'en fait, le prix des Blu-ray complètement explosé, c'est complètement abusif. Donc j'attends un remaster 4K, parce qu'en plus, la version Blu-ray, apparemment, elle est pas ouf. Donc j'attends un remaster 4K pour pouvoir l'acheter. Mais il fait partie des films que je dois voir, parce que c'est Mel Gibson, et j'adore un peu tous les films qu'il a fait. Après, c'est vrai qu'il y a certains films quand même qui sont un peu limites, surtout pour quelqu'un qui a fait un film aussi incroyable que Braveheart, mais bon. En 14e position, Rock Academy. En 13e position, nous avons Jackass. Franchement, c'est un des films les plus bizarres qu'il y a dans sa liste. Oui, moi non plus, j'aurais pas mis Jackass dans un top. Je comprends pas trop Tarantino, mais d'accord, ok, ça reste un artiste. 12e position, Big Bad. Et en 11e position, Battle Royale. Ça aussi, je sais pas pourquoi il en parle, mais à chaque fois t'as un Hunger Games qui sort, et à chaque fois on parle du fait que ça a totalement pompé Battle Royale.
Donc oui, mais le cinéma, comme tout art, c'est un éternel recommencement. Donc oui, évidemment, ça a pompé Battle Royale, mais l'important c'est de refaire et essayer de faire mieux, en tout cas d'avoir une vision différente selon l'artiste. Et je trouve que quand même les Hunger Games, ils sont quand même plutôt bons parce qu'il y a Francis Lawrence derrière. Et là, on entre enfin dans le top 10 avec Minuit à Paris de Woody Allen. Alors franchement, c'est un film que j'avais adoré, en tout cas à l'époque quand je l'avais vu, parce que c'était il y a bien 10 ans je pense. Je trouve que en tout cas, il retranscrit bien l'ambiance d'un certain Paris. Alors attention, hein, c'est le Paris de Montmartre, le Paris des bourgeois, hein, c'est pas la même ambiance quand t'es à la gare du Nord, on est d'accord. Mais je trouvais que quand même, ça a vraiment l'ambiance du Paris que je connais, le Paris de début août, là où tout le monde s'est barré, où il reste un peu que les touristes et où il y a une ambiance... Enfin vraiment, les 10 premiers jours du mois d'août, c'est le meilleur moment pour être à Paris. Moi j'ai toujours adoré y rester justement, même si tout le monde se barrait et que j'avais pas d'amis, franchement les 10 premiers jours d'août, c'était... En fait, c'était le Paris que j'aime parce que c'est un Paris calme avec une bonne partie de la population qui s'est barrée et ça fait du bien. Donc, je trouve qu'il retranscrit très bien cette ambiance de début août dans ce film. Et c'est aussi avec ce film en fait que j'avais essayé de reproduire. Donc, en fait, t'as le générique de début du film qui reproduit en fait tous les plans de ville des Frères Lumière. Et donc moi j'avais essayé de reproduire ça avec ma caméra. Donc je m'étais posé vraiment à plein d'endroits dans Paris, en tout cas les endroits les plus connus. Et c'est vrai que ça a pas l'air comme ça. Mais en fait, c'est quand même compliqué d'avoir un beau cadre avec un beau monument, avec de belles lignes de fuite, tout en gardant des gens qui ne vont pas vers nous pour qu'on évite les visages, en tout cas qui traversent de gauche à droite ou de droite à gauche. Et donc, c'est en fait un exercice plutôt pas mal si tu veux construire un cadre et aussi voir le mouvement des gens. Donc, quand tu es aidé le cinéma, faut pas hésiter à commencer par la base, c'est-à-dire les plans des Frères Lumière. En 9ème position, Shaun of the Dead de Edgar Wright. Alors, franchement... J'avais trouvé le film assez moyen, je sais que voilà, après c'était il y a longtemps, hein, d'accord. Et puis aussi le fait, on me l'avait vraiment survendu comme quoi c'était une trilogie du chef-d'œuvre, etc. Et j'avais regardé, j'étais en mode, c'est pas mal, mais bon, de là à dire que c'est un chef-d'œuvre. En revanche, j'avais bloqué sur un truc vraiment tout bête. Il me semble que c'est dans celui-là ou alors c'est dans le 2, je sais plus. Mais t'as Simon Pegg, en tout cas au début du film, et plusieurs fois dans le film, en tout cas, il manque de trébucher sur une marche de trottoir. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais bloqué là-dessus parce que j'avais trouvé ça incroyable, en tout cas au niveau du jeu d'acteur, de pouvoir à chaque fois faire semblant de tomber. Je sais que ça peut faire un peu complètement con comme ça, mais je trouve ça quand même... assez fou en termes de jeu d'acteur de faire semblant de tomber et vraiment j'y croyais. Je sais pas pourquoi j'avais bloqué là-dessus, peut-être parce que c'était un soir où j'avais fumé, mais peut-être pour ça que j'en ai plus beaucoup de souvenirs de ce film aussi. Mais en tout cas j'avais bloqué là-dessus, il faudrait que je le revoie. En 8ème position, nous avons Mad Max Fury Road de George Miller. Là aussi, je sais pas pourquoi il y a eu un énorme engouement autour de ce film. C'est super bien fait, l'image est incroyable, les scènes d'action sont vraiment incroyables, c'est vraiment magnifique en termes d'image. Mais hormis ça, hormis l'aspect technique, je comprends pas pourquoi il a eu un tel succès ce film. Parce que franchement, c'est une course-poursuite comme j'en ai vu plein dans plein de films hollywoodiens. Je comprends pas trop le truc avec ce film. Mais après, si vous aimez, voilà, c'est bien, mais c'est juste qu'il y a eu tellement un énorme truc autour. Je m'attendais à un ultime chef-d'œuvre, tu vois, un truc vraiment le film de l'année. Puis je le regarde et je suis en mode, j'ai vu plein de films d'action. Puis à côté, on crache sur Michael Bay qui fait quasiment la même chose et on crache dessus. Alors que là, vu que c'est George Miller, on l'encense. Pour moi, ça reste un bon film dans le genre action et il est beau graphiquement, tu vois, mais peut-être parce que j'ai pas accroché à l'univers, je sais pas. Après, il y a bien ma mère qui a pas aimé Le Seigneur des Anneaux, hein. Tu vois, quand même, donc... Là, ça doit être ça. Moi, en tout cas, j'ai pas du tout accroché à l'univers et le film, je trouve vraiment surcoté. Mais ça reste mon avis. En fait, c'est un film que je trouve qui a une ambiance assez négative. Pour moi, c'est un cinéma assez froid, comme un peu tous les James Bond avec Daniel Craig. C'est un cinéma que j'ai du mal parce qu'on dirait qu'il est de plus en plus présent, en fait, ce cinéma froid où les acteurs, ils ont peu d'émotions. Et comme moi, je suis surtout attiré par les ambiances des films, et avoir un cinéma froid, un film qui se déroule avec plein de scènes d'action, mais que en même temps, il y a assez peu de dialogue. Enfin, moi, je suis surtout attiré par l'ambiance. Et donc, franchement, j'y ai pas trouvé ce que je cherchais. En 7ème position, Unstoppable de Tony Scott. Alors, pour le coup, oui, là, c'est un bon film. Je l'aurais pas non plus mis dans un top, mais en tout cas, dans ce genre-là précis,
franchement plutôt pas mal, hein. Denzel Washington fait son Denzel, hein, comme les 50 autres films d'avant qu'il a fait. Ça aussi j'adore avec Denzel Washington, avec ses films, parce que j'ai l'impression que quand ils ont créé le scénar pour lui, en fait ils ont commencé par le scénar en disant « Bon, faut trouver un métier random, qu'est-ce qu'il a pas encore fait? Ah bah on va lui donner ça, ça a l'air sympa. » Et ensuite tu construis tout un film autour de ça, moi ça me fait marrer. Après c'est vrai que dans le genre, en tout cas film d'action hollywoodien, c'est vrai que tu peux le mettre dans les meilleurs, c'est pour ça que je te disais qu'à mon avis il s'est surtout concentré sur un meilleur film de genre, en tout cas dans ses préférences. Moi je trouve que ça reste un bon film quand t'as pas trop envie de réfléchir. Mais perso dans le même genre, je te conseille Runaway Train, qui est sorti en 85. C'est un bon film, il me semble que Unstoppable c'est un peu un remake de ce film des années 80 et il est aussi excellent. Et en 6ème position, nous avons Zodiac de David Fincher. Franchement, un des meilleurs de David Fincher. Un de ses meilleurs films, j'adore ce film, j'ai vu plein de fois. Ouais, vraiment très bon. En plus, en école de ciné, on avait pas mal étudié le fameux plan qui est zénithal au-dessus du taxi, comme ça. Mais il y a deux choses dans ce film qui me dérangent légèrement, hein. Après ça reste un très bon film. La première, c'est qu'en fait, tu vas avoir toutes les scènes avec le Zodiac, qui, je trouve, cassent le film. Alors, elles sont très fortes, hein, parce qu'elles font vraiment peur. Surtout qu'elles sont vraiment ancrées dans la réalité et je trouve qu'elles sont super bien faites. Mais pour le coup, vu qu'elles sont un poil trop longues à chaque fois, je trouve que ça casse un peu le rythme. Parce que quand on est avec Jake Gyllenhaal, vraiment ça va vite, ça s'enchaîne, on dialogue et tout. Et je trouve que toutes les scènes avec le Zodiac, elles ont tendance à faire caler un peu le film. Mais c'est pas grand chose, hein. Et deuxième point qui me dérange vraiment et que je ne comprends absolument pas, là pour le coup c'est vraiment le point qui m'emmerde, c'est que à la fin tu vois t'as Jake Gyllenhaal qui va dans tu vois le sous-sol avec le monsieur bizarre là pour voir les affiches, et il se rend compte que c'est lui qui faisait les affiches, en tout cas qui écrivait parce qu'il a la même écriture et tout, et puis il y a un truc bizarre avec ce mec, etc. Et on se dit, il va sortir, vu qu'il sort et qu'il s'en sort et que personne l'agresse, il va voir la police et dire, ce mec, quand même, il est chelou, interrogez-le. Et non. Donc ça, c'est un truc que je piche pas du tout dans ce film, comment ça se fait? Je sais pas du tout. Si tu t'y connais dans l'affaire du Zodiac, n'hésite pas à me le dire en com, parce que moi j'ai raté un truc, en plus j'ai vu plusieurs documentaires sur le Zodiac, tu vois, j'ai essayé de creuser ce truc, pourquoi il y a ça à la fin du film? Peut-être qu'il faudrait que je lise justement le livre du journaliste, mais j'avoue un peu la flemme, parce que bon, c'est un tueur en série et voilà, c'est négatif, moi ça me saoule un peu. Mais encore une fois, David Fincher, là, Zodiac, là pour le coup, c'est un des rares films du top qui mérite le fait d'être dans un top. Numéro 5, There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Alors honnêtement, j'ai pas accroché. Alors, il a tout l'air d'être un immense film, mais il y a des trucs que je changerais pour l'améliorer, perso. Je trouve qu'il est trop long pour rien. Ça fait partie des films qui se veulent être hautement intellectuels, etc. Mais en fait, qui ne le sont pas, c'est que du bullshit, et je trouve qu'il est beaucoup trop long pour ce que c'est. En fait, déjà, tu peux zapper les 15 premières minutes qui ne servent quasiment à rien, vu que c'est lui qui est dans un tunnel, et qui creuse, et qui se blesse, et qui machin, et qui a du mal à sortir, et oh... Franchement, tu commences ce film à partir de la 15e minute, et là ça va. Parce que sinon, il y a des trucs qui sont incroyables, déjà niveau image, quand t'as le puits de pétrole qui brûle, elles sont... Oh là là, c'est magnifique, vraiment merveilleux. T'as toutes les discussions, négociations autour du pétrole, autour du puits de pétrole et tout, que j'ai trouvé aussi génial. Toutes ces discussions-là, en fait, c'est des thèmes en fait qu'on voit très peu au cinéma, hein, qui est l'exploitation du pétrole. Et pour le coup, là, c'est des points sur ce film qui sont vraiment bien. T'as Tarantino qui crache un peu sur Paul Dano, mais je trouve que non, au contraire. Et c'est peut-être un des défauts du film, justement, c'est le fait que on croit que toute l'histoire va aller crescendo avec Paul Dano, et en fait, pas du tout. Parce que en fait, directement, au bout de la première heure, je crois, on vire sur l'affaire du frère, du soi-disant frère, et je comprends pas du tout pourquoi le film il va vers là. C'est totalement inintéressant, en tout cas moi j'ai trouvé ça complètement à chier, honnêtement je me suis emmerdé parce que moi ce qui m'intéressait vraiment c'est tout ce qui concerne le puits de pétrole en lui-même. Je m'attendais à un truc crescendo avec Paul Dano, avec la population locale, et non, il y a un moment, je crois que c'est à partir de la première heure du film, tu ne sais plus où le film va, tu ne sais plus pourquoi t'es là. Je ferai un remontage du film parce que déjà, mais alors, je te cisaillerai tout ça, les 15 premières minutes à la benne, toute l'histoire avec le soi-disant frère à la benne. Peut-être que j'apprécierais ce film parce que bon, franchement j'étais en mode pourquoi, parce que t'avais de très bons ingrédients, pourquoi être parti sur l'histoire du frère dont on se fiche. Mais bon.
En quatrième position, nous avons Dunkirk de Christopher Nolan. Alors là, c'est franchement un des rares films où je pourrais pas faire de critique dessus. Parce que j'ai pas forcément passé un bon moment, j'ai pas forcément passé un mauvais moment, je dirais simplement que c'est pas ma came. Parce que c'est un film qui est très expérimental, c'est vraiment un film où je pourrais pas le critiquer ou dire ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est parce que c'est pas du tout ma came. Honnêtement, les images sont belles, il y a quand même des trucs à retenir. Moi, ce que j'ai du mal, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont que 50 sur cette plage. Et je suis ressorti du film en mode bon. Et ce qui me saoule un peu aussi, c'est que c'est le genre de film où tu captes que si ça avait pas été fait par Christopher Nolan, en fait, le film, il aurait floppé, quoi. Parce qu'il est un peu ovni. Ce qui est bien aussi, hein, c'est bien de faire des films ovni comme ça de temps en temps. Hein. C'est vraiment bien, c'est pour ça que je pourrais pas dire de mal dessus, parce que c'est juste pas ma came, tout simplement. C'est quand même un film que je respecte, au contraire de Tenet. Non, franchement, Dunkirk, je respecte. Que Dunkirk, tu vois, il a essayé quelque chose. Si ça me convient pas, c'est juste que ça me convient pas et c'est moi. Mais si ça a plu, bah tant mieux. Alors que Tenet, franchement, je trouve qu'il y a plein de trucs, c'est vraiment du foutage de gueule et voilà. En troisième position, nous avons Lost in Translation de Sofia Coppola. Et ben franchement, un de mes films préférés, encore une fois, là aussi ça mérite le fait qu'il soit dans un top, parce que c'est vraiment un film à ambiance. Comme je te dis, moi je suis surtout attiré par les ambiances, et là on est ambiance Tokyo. J'avais demandé à une fille qui avait vécu plusieurs années à Tokyo si le film y retranscrivait bien cette ambiance, et elle m'a dit justement que Lost in Translation c'était son film préféré, parce que justement il retranscrivait vraiment l'ambiance de Tokyo, et tout ce qu'elle avait vécu en tant que Française à Tokyo. Je considère ce film comme une petite pépite, et je comprends ceux qui l'ont pas aimé, parce qu'encore une fois, faut aimer, c'est un film lent, avec des dialogues, c'est vraiment un film à ambiance, mais perso, j'ai adoré. Donc vraiment à voir absolument, je pense même que je ferai un grand format dessus, parce que clairement, c'est le meilleur film de Sofia Coppola. En deuxième position, nous avons Toy Story de Lee Unkrich. Alors, que dire, à part que je suis un grand fan de Toy Story, donc évidemment que le 3, je l'ai adoré. Après, je garde ma préférence pour le 2, évidemment. En fait, Toy Story, c'est les films de mon enfance, donc... Voilà, j'ai vraiment quelque chose avec ça, parce que dans tous les dessins animés que j'ai vus quand j'étais enfant, et c'est Toy Story qui est resté. Hein. Donc le 2, avec ce final très émotionnel, c'était fort. En fait, t'as vraiment deux moments, mais je préfère le deuxième parce que souvent ça revient, le moment où ils sont dans la recycleuse, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais moi, ce qui était vraiment le plus fort, c'était quand Andy, il dira vraiment au revoir à ses jouets. Moi, c'était vraiment ce moment-là. Surtout qu'en fait, pour moi, c'était assez important parce que quand je l'ai vu au cinéma, j'allais entrer en terminale au lycée. C'était un peu, tu vois, le début de la fin. C'était un peu, je savais que j'allais faire du cinéma et potentiellement partir de la maison, c'était quasiment sûr. Parce qu'on était vraiment dans un village paumé. Donc, voir... que Andy part de la maison lui aussi, c'était un peu me préparer aussi psychologiquement à partir de chez mes parents, partir de chez ma mère. Et dire au revoir un peu à cette enfance, cette adolescence. Et donc, ouais, Toy Story 3, quand je l'avais vu au cinéma, vraiment, il m'avait fait quelque chose parce que je vivais exactement la même chose à ce moment-là. Et puis comme ça faisait partie des films de mon enfance, en fait, je suivais le cheminement d'Andy. Tiens, anecdote, c'est que quand je l'ai vu, j'étais avec ma copine de l'époque au lycée, et elle m'a pas mal saoulé. Parce que genre t'as Andy qui arrive pour donner donc les jouets à Bonnie à la toute fin, et il arrive en voiture, et tout de suite elle m'a dit « Ouais mais c'est bizarre, c'est pas possible, il a pas 18 ans, il peut pas conduire de voiture. » Ah, elle m'a sorti du film, tu vois, elle m'a sorti du moment d'émotion, mais alors, et puis elle me l'a redit 2 fois jusqu'à ce que je lui dise « Mais aux États-Unis, à partir de 16 ans, tu conduis donc En bref, 2 semaines plus tard, je l'ai largué, voilà. On joue pas à Toy Story avec moi, tu vois, c'est pas possible de faire des conneries pareilles, c'est... Ça m'avait saoulé, non, mais en fait, c'est surtout qu'on avait pas grand chose en commun, c'était ma première copine, et puis voilà. Et... c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde le final, je pense à ce moment où j'ai dû lui lancer un regard noir. Et en toute première position, nous avons La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Grand film, grand classique. Dans le genre film de guerre, oui, on peut dire qu'il fait partie des meilleurs films d'action dans ce genre-là. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que souvent les films d'action purs, je m'endors devant car je m'attache pas aux persos. Et là, typiquement, les persos sont interchangeables, ils sont pas caractérisés, mais le film reste passionnant à voir. Un des rares films du genre qui réussit à être passionnant à voir et à revoir malgré qu'on n'ait pas de personnages très caractérisés.
Apparemment, c'était encore pire en vrai. Le film, quand même, il se rapproche de la réalité, mais apparemment, c'était encore pire. C'est très efficace, c'est bourrin dans le genre. Il se concentre totalement sur l'action et non les personnages. Et bizarrement, en fait, ça reste un film passionnant, je trouve, parce qu'on est vraiment dans l'action, ça tire dans tous les sens. Et pourtant, je trouve que le film, il passe d'une traite, il passe super bien. Et voilà, c'était le top 20 des films de Tarantino. Alors, t'as vu, hein, il a dû se concentrer sur des films américains et récents, avec chaque fois une idée pour un genre précis. Parce que, genre Jackass, voilà, ou Unstoppable. Mais à chaque fois, c'était un peu le top film de ce genre-là pour lui. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai peut-être ce format pour d'autres réalisateurs, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Nolan et Spielberg. Pour le coup, eux, leur top 10 ou top 20, eh ben, c'est des films beaucoup plus anciens. Donc c'est plus des vrais tops, je pense, pour eux. Donc je vais te présenter mon top 10 des films à voir. Alors attention, je me suis concentré sur le genre américain. Enfin, sauf pour un quand même. Quand même, hein, tu vois. Et aussi des films qu'on présente pas suffisamment souvent, parce que ça, il y a un peu le running gag avec Interstellar, hein. Donc là, je te présente uniquement des films, un top 10 des films qui sont pour moi sous-cotés. Il n'y aura pas Interstellar, hein. D'accord ? Mais c'est normal, c'est des films que je mets en avant et que je considère comme vraiment des chefs-d'œuvre, tous des chefs-d'œuvre. En numéro 10, nous avons Les Évadés, ça fait partie de mes films préférés, hein, parce que je suis un grand fan de Franck Darabont. Pour moi, je pourrais faire un grand format dessus, mais ça aussi j'hésite parce qu'en fait, Les Évadés et La Ligne Verte, en fait, c'est deux films qui sont complémentaires, donc je ferai sûrement un grand format, mais sur ces deux films en même temps. Mais encore une fois, c'est un film à ambiance, je t'avais dit, j'adore les films à ambiance, donc là, t'as vraiment un top 10 de films à ambiance. Mais c'est vraiment un très grand film. Je vais pas en parler plus que ça parce que forcément tu le connais, mais vraiment Les Évadés, pépite. En 9ème position, c'est Pieds nus dans le parc, film sorti en 67, avec Robert Redford et Jane Fonda. Vraiment, c'est une pépite ce film qui n'a pas vieilli. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui emménage après la lune de miel dans leur premier appartement, et donc ils doivent commencer à apprendre à vivre ensemble. Et c'est un film vraiment qui parle d'amour, mais surtout de comment vivre ensemble en couple, comment se supporter en couple. Et il y a vraiment une morale que j'adore à la fin. Mon ex, elle aurait dû voir ce film parce que... Bon allez, je te le dis, mais vraiment comme c'est une comédie et que tout est quasiment en huis clos dans l'appartement, c'est pas grave si je te spoil un peu la fin. Tu vois, t'as tout le film en fait, où t'as la fille, donc interprétée par Jane Fonda en fait, qui fait un peu sa crise d'adolescence parce que forcément ils sont plus en lune de miel. Donc le mari, bah faut bien qu'il aille bosser, hein. Et donc elle se sent un peu délaissée. Et lui, bah il voit pas trop les efforts qu'elle fait. Donc chacun, ils doivent un peu se construire et aller vers l'autre et un peu s'oublier soi. Donc vers la fin du film, elle demande à sa grand-mère « Mais comment t'as fait pour tenir autant de temps avec ton mari pendant 40 ans de mariage? Comment t'as réussi ?» Et puis t'as la grand-mère qui lui dit « Bah c'est ça le secret d'un couple qui dure, c'est simplement de s'oublier un peu soi et de penser un peu à l'autre. Parce que faut vivre en fait en termes de couple. » Et si tu continues à vivre en fait de manière indépendante, et ben ça pourra pas vraiment fonctionner en fait. Il faut penser le couple en tant que tel et une vie à deux, etc. Enfin, c'est vraiment un très très beau film avec très belle morale et qui n'a absolument pas vieilli. Franchement, ça fait partie des pépites que j'ai découvert sur Paramount. Tu sais, la chaîne de télé sur le câble. Il y en a quelques-uns comme ça que j'ai découvert, mais vraiment celui-là pépite. N'hésite pas à prendre le Blu-ray parce que exceptionnel. En numéro 8, La légende de Bagger Vance de Robert Redford. Si t'as vu, c'est un film avec Matt Damon, Will Smith et Charlize Theron ensemble. Donc ça aussi, ça fait partie des films absolument sous-cotés et non diffusés, mais c'est un film magnifique, un film à ambiance, qui se passe entièrement autour du golf. C'est sans hésitation le film qui explique profondément ce qu'est le golf, en tout cas au niveau spirituel et mental. C'est un film qui parle de la vie, du destin, de guérir de ses blessures. Il y a une musique magnifique car tout est très spirituel, je dirais. Sans hésitation aussi, c'est le meilleur rôle qu'a eu Will Smith. Ça fait partie des films que je qualifie de magiques car tu en ressors différent. C'est un film vraiment très émotionnel et vraiment un film ambiance et qui est merveilleux. Donc vraiment, si tu peux le trouver quelque part, n'hésite pas à le voir, hein, parce que vraiment, là aussi, c'est une pépite. Alors attention, les 30 premières minutes, elles sont un peu longues, le film a du mal à se mettre en place, parce que tant que Will Smith n'est pas arrivé, tu vois, le film, il est... Voilà, enfin, tu verras. Et en 7ème position, nous avons 21 et 22 Jump Street. Alors vraiment, je me suis dit, quelles sont les comédies américaines les meilleures? Et franchement, j'en ai vu plein parce que c'est un genre que j'adore, la comédie américaine. Dommage que ça se soit perdu en fait, parce que c'est vraiment...
Franchement, pour moi, c'est les 2 meilleurs vraiment dans tous les films de comédie américaine que j'ai vus. Dommage qu'il n'y ait pas un 3, même si à la fin du 2, ça tease le fait que, voilà, d'ailleurs, t'as Channing Tatum qui en a parlé récemment sur le fait qu'il n'y avait pas de 3 à cause des cachets du producteur qui est trop cher. Je trouve ça dingue quand même que, à cause du fait que le producteur, eh ben, sa part, elle est trop élevée, eh ben, on fait pas le film. Pourquoi il baisserait pas son cachet? Tout simplement parce que s'il n'y a pas de film, eh ben, il touche pas d'argent. Parce qu'en fait, toute l'équipe et les acteurs, ils sont prêts à baisser leur cachet pour que le numéro 3 se fasse. Enfin, c'est vraiment trop dommage, mais en tout cas, ça aussi, c'est pépite. En 6ème position, nous avons Projet Almanach. Alors vraiment, là, c'est subjectif parce que c'est pas un immense film. C'est juste que quand je l'ai vu, j'ai eu un espèce de coup de cœur. Alors attention, il est assez mal noté parce que c'est vrai que la fin est à chier. Niveau scénario, c'est très bizarre, mais franchement, c'est un film à étudier parce que niveau montage et niveau spatialisation en termes de positionnement caméra, il est super intéressant à étudier. Franchement, ça fait partie des films que je considère comme ovni en termes de réalisation pure, en termes de mise en scène, parce que je le trouve incroyable. J'ai dû le voir une bonne trentaine de fois, même en espagnol, car à chaque fois, à chaque plan, je me demande comment ils ont eu l'idée de poser la caméra là. Comme en faisant des jumpscuts sans arrêt, eh bien, ça marche quand même. C'est typiquement un film qui, niveau réalisation, a des énormes couilles, car ils font tout ce qu'il ne faut pas faire, et pourtant, ça marche. Il y a un gros travail niveau sonore avec 2 scènes où tout se déroule uniquement avec le son. Moi, c'est un film qui me fascine pour la manière dont il a été créé. Même si, voilà, je te le redis, niveau scénar, c'est pas forcément ça. Apparemment, t'as Michael Bay qui était producteur sur le film, qui a été obligé de remonter le film lui-même et rajouter du reshoot et tout, parce qu'apparemment c'était un gros bordel. Mais vraiment, pour moi, c'est un film pépite, Projet Almanach. En tout cas, il fait partie de mes films préférés. Même si ce n'est pas un grand film, tu vois, en termes de réalisation, eh ben, je suis admiratif de ce qui a été fait, parce qu'à chaque fois, je vois un plan, je suis en mode, la vache, mais comment ils ont pensé à mettre la caméra là, en se disant que ça fonctionnerait en montage, parce qu'ils font aussi des coupes. Alors c'est de found footage, normalement tu fais pas de coupe, mais là ils font des coupes pied au bon endroit, donc vraiment, c'est un film à étudier, qui a pas du tout l'air comme ça, c'est juste un film avec des lycéens qui trouvent une machine à remonter le temps, mais pour moi c'est un film vraiment à étudier et c'est un film pépite. Et là on entre dans le top 5, parce que c'est le meilleur de Miyazaki selon moi, c'est Le Château dans le ciel. Là aussi c'est un film ambiance, quelque chose de féerique, un peu de science-fiction, parce que en fait, c'est un peu comme Le Château ambulant en termes d'ambiance, en termes de qualité et tout. Sauf que Le Château ambulant, c'est plus magique, alors que là, on va être plus Château dans le ciel, plus dans quelque chose de technologique. Et c'est très écolo, et c'est beau, et il y a une belle ambiance années 80 avec un synthé incroyable. Les Miyazaki, en plus, je suis en train d'en revoir plein, enfin d'en découvrir et tout, grâce au fait qu'ils sont tous sur Netflix. Mais pour moi, ça reste Le Château dans le ciel. Parce que aussi, je l'ai vu quand j'étais petit, donc il m'a un peu émerveillé en termes d'ambiance. Parce qu'après, tu vois, t'as un peu tous les Miyazaki, en général, et ben ils ont quelque chose un peu de sombre. Tu vois, par exemple, Le Voyage de Chihiro, je l'avais vu quand j'étais jeune, et j'avais pas trop apprécié parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre dedans, tu vois. Et Château dans le ciel, pour le coup, non, c'est vraiment 100% merveilleux, avec de beaux personnages. Enfin bon, j'adore ce film. En 4ème position, nous avons Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol. Alors là aussi, je pourrais faire un grand format dessus parce que c'est son meilleur film, avec Lord of War et Time Out, effectivement. Mais je considère que c'est le film le plus merveilleux par excellence, parce que c'est un espèce de futur avec des modifications génétiques, donc c'était vraiment un film révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui, on fait des modifications génétiques potentiellement. Que dire, c'était un vrai coup de cœur ce film quand je l'ai vu, faut pas hésiter à le voir parce que il est incroyable, la musique est incroyable, le jeu d'acteur aussi, Puis ils utilisent aussi des DS pour faire des voitures futuristes qu'ils ont un peu bricolées. Une pure pépite, parce que c'est un film un peu qui a changé ma vie. Ça fait partie des films, tu vois, tu les vois et il y a un avant et un après. Vraiment, Bienvenue à Gattaca. Allez, on passe en 3ème position. Attends. Braveheart de Mel Gibson. Là aussi, ça fait partie des films qui ont changé pas mal de choses quand je les ai vus. Celui-là, je crois que je l'ai vu à 13-14 ans. Immense film. Immense film. Vraiment, il mérite les 5 Oscars qu'il a reçus. C'est le meilleur film de Mel Gibson.
Vraiment en tant que réal et en tant qu'acteur. Vraiment, franchement, il y a vraiment 2 moments que j'adore. C'est la scène du début où il doit venger sa femme et où il arrive à cheval et puis t'as la musique avec la montée en tension qui monte comme ça. Et juste la musique, t'as pas de dialogue, merveilleuse. Et puis t'as aussi la scène en fait où il supplie Bruce de s'interposer et de faire quelque chose, de se laisser pousser des couilles, tu vois. Et il lui dit mais aidez-vous vous-même et ah là 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 là. C'est un des meilleurs films. Franchement, ça aussi je ferai un grand format dessus, parce que c'est le meilleur film de Mel Gibson. Voilà, bon là pour les 2 derniers je vais lâcher mon téléphone, hein. Mais là je vais pas trop me mouiller puisque c'est la communauté de l'anneau. Alors voilà, les 3 sont excellents évidemment, mais c'est vrai qu'avec le temps, je revois et je me dis, la communauté de l'anneau, je crois que c'est vraiment le meilleur des 3 finalement. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a vraiment un côté féerique. Il y a encore le côté 90 un peu vieux, alors que les 2 tours et le retour du roi, ça fait un peu plus moderne. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Mais la communauté de l'anneau, ouais, j'ai l'impression que c'est le meilleur. Mais encore une fois, tu vois, c'est essayer de choisir entre 3 diamants. Hein. Voilà, il faut en choisir un, donc je choisis la communauté de l'anneau. Et en première position, c'est Danse avec les loups, parce que ce film, il a aussi changé un peu beaucoup ma vie. Bon, Le Seigneur des Anneaux aussi. Hein, mais... Danse avec les loups, là aussi, je ferai un grand format dessus, parce que c'était le premier film en tant que réalisateur pour Kevin Costner. C'est un film qui parle d'écologie, de tempérance, d'ouverture d'esprit, d'ouverture à l'autre, etc. Enfin... C'est vraiment un film qui m'a marqué, donc impérativement à voir en version longue. Et puis finalement, comme je connaissais très bien ce film, quand j'ai vu Avatar, j'étais un peu en mode, j'ai un peu déjà vu ton film, mais version western, et ça s'appelait Danse avec les loups en fait. Donc je pense que quand il a fait Avatar, James Cameron, il s'est beaucoup inspiré, beaucoup trop même, de Danse avec les loups. Et encore, j'ai envie de te dire, la fin de Danse avec les loups, elle est mieux que la fin d'Avatar, parce que là, avec les films qui sortent, ils sont un peu en train de faire n'importe quoi, en train d'allonger la sauce. Alors que... j'en parlerai sur ma vidéo d'Avatar, mais en fait, c'est obligé que ça se termine mal pour un camp ou pour un autre. Alors que là, la fin de Danse avec les loups, elle est extrêmement frustrante, mais en même temps, c'est la fin la plus logique. Donc voilà, j'espère que ce petit top t'a plu, n'hésite pas à me donner le tien en commentaire, un peu des films pépites, un peu comme ça, mais potentiellement sous-cotés. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis là je vais tourner Pearl Harbor, là, juste après celle-là. Allez, bisous.